soit ça va être la pureté d'un enfant, soit ça va être les rêves d'ado qui vont emplir toute une pièce, mais ça peut être aussi je suis face à une merveille de la nature et franchement je vois pas comment le nouveau monde ne pourrait pas ressembler à ça. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis ravie de vous retrouver avec la pétillante Hélène qui va nous aider, à nouveau dans cet épisode, à ouvrir grand nos cœurs. Aujourd'hui, nous continuons la conversation entamée dans l'épisode précédent sur les adolescents. À quoi rêvent les ados en 2023 ? Quelles sont leurs difficultés ? Comment vivent-ils le fait d'être une femme, un homme à notre époque ? Hélène nous offre l'occasion de changer notre regard et de questionner nos croyances sur certains sujets sensibles et nous donne des clés pour véritablement aider les adolescents en cas, par exemple, de harcèlement. Ensuite, nous découvrirons en détail l'école en ligne qu'Hélène a créée. Son but avec cette école du Nouveau Monde, que l'école devienne un lieu d'épanouissement, où l'on apprend de façon ludique et en sortant des cases. Oui, Hélène n'enseigne pas de façon traditionnelle, et son but est que non seulement les enfants apprennent en s'amusant, mais qu'elles aussi s'amusent et apprennent, car les enfants ont bien des choses à nous enseigner, et elles le voient tous les jours. Cette école se veut être un complément à notre école traditionnelle, et s'adresse à tous les enfants, mais aussi aux enseignants et aux parents. Et on y apprend quoi ? On s'entraîne tout simplement, de façon magique, à créer ce qu'on a dans le cœur. Mon invité ose s'aventurer sur un terrain méconnu, oublié peut-être. L'heure est au défrichement. À mon sens, Hélène est en train d'ouvrir un nouveau sentier, qui se transformera un jour peut-être en un large chemin emprunté. Et je la remercie du tout mon cœur d'oser s'y aventurer pour nous. Et sinon, au fil de l'épisode, Hélène nous invite à mettre nos lunettes de quand on avait 5 ans, à revenir à l'émerveillement, à oser faire différemment, mais en commençant par de toutes petites choses. Et vous, quel sera ce premier petit pas que vous poserez ? C'est ce que j'aime avec les enfants et avec les ados, c'est qu'ils sont un peu bruts de décoffrage. Les ados, ils vont te provoquer, ils vont parler des choses comme ça, sans tabou. Et les enfants, ils ont de l'innocence, qui fait qu'ils vont poser des questions essentielles et que les adultes, sans s'en rendre compte, ont complètement laissé de côté, quoi. Et je crois que c'était dans une interview, à un moment tu disais que tu avais envie d'amener aussi une forme de magie, même au lycée, qu'il n'y avait pas que en maternelle, en primaire, qu'on avait le droit de parler de magie et tout ça. Est-ce que tu peux, je sais pas, développer un petit peu cette idée ? Encore une fois, j'arrive pas avec mes cartes, mon chapeau et mon lapin, et en disant je vais faire un atelier de magie, parce que là on sait très bien, les ados ils se foutent de ma gueule. Je pense que la magie, quand je dis magie, je dis mon émerveillement au quotidien. Encore une fois, un lever de soleil, un coucher de soleil, c'est de la magie. Et donc, avec les enfants, on a besoin du conte. Les contes sont hyper importants. Et d'ailleurs, les gens qui meurent dans les contes, les méchants dans les contes, ils ont une posture essentielle. Aujourd'hui, c'est une anecdote que je donne souvent, mais qui est revenue, parce que j'ai formé des jeunes au BAFA. Et à un moment, je chante le lion est mort ce soir, que tout le monde connaît. Et là, on me dit, Hélène, excuse-moi, mais maintenant on dit le lion s'endort ce soir. Je dis, pardon ? Oui, il ne meurt plus. Il s'endort. C'est trop violent pour les enfants. C'est pareil avec le coq est mort. Maintenant, plus personne ne meurt. Ils s'endorment tous, je sais pas ce qu'ils ont. Et du coup, et en même temps, dans une école, il y avait une chanson, et c'était mitraillette à gauche, mitraillette à droite, et je voyais les maternelles, mitraillette à gauche, mitraillette à droite, et ça, ils avaient le droit. Le lion s'endort, et par contre, les mitraillettes à gauche, mitraillettes... Mais encore une fois, ils savaient pas, les animateurs, ils avaient pas le recul, je pense, pour se rendre compte que ce qu'ils étaient en train de faire avec les enfants, c'était de mimer un enfant qui tient une mitraillette et qui tire à droite et à gauche. Et
dans tout ça, c'est juste comment moi, je remets la capacité d'émerveillement, comment j'arrive à pouvoir reparler de toutes ces choses-là sans dire, en fait, j'ai pas besoin que ça soit magique. Les contes, c'est important pour les enfants, l'imaginaire. Une fois sorti des contes, l'ado, il a besoin de se dire, c'est pour les enfants, ça. Moi, il me faut autre chose. Mais elle est où, la magie, du coup? Et ça, c'est un boulot peut-être plus difficile encore. Parce que la magie, elle est au quotidien. Dans ce qu'on disait avant, dans ce que j'ai là. Mais la magie, elle est dans cette appétence que j'ai à cuisiner et qui me met dans une posture géniale. Et c'est ces trésors dont on parlait, c'est tout ça. Donc, c'est facile parfois de parler de magie. Attention quand même à, avec ce milieu spirituel, le magique devient la réponse à tous les maux. Et on a beau dire il y a la magie partout, bah on a le droit de pleurer quand il y a des morts. Ça n'empêchera pas. Ça n'empêche pas, c'est pas un pansement qu'on doit mettre partout. C'est la vie est un miracle, c'est magnifique, mais je peux me retrouver dans des états de tristesse et de colère incroyables. C'est aussi ça qui fait que la vie, elle est inappréhendable. On peut pas la décrire. On est tous un prisme de la vie. Mais attention avec le bobo magique, je dirais. Alors que ça peut paraître un peu paradoxal parce que j'en mets beaucoup. Pour moi, la magie, c'est le rêve et c'est les contes. Et j'aime emmener les enfants et même les ados dans des histoires, etc. Mais j'aime aussi leur rappeler qu'elle est là au quotidien. Et que quand ils ont quitté le livre, moi j'ai adoré Harry Potter, mais il fallait que je le referme le livre. Et que j'aille à l'école. Et bah, du coup, comment je faisais pour refermer le livre, imaginer que bah j'allais pas recevoir une lettre de Poudlard, mais j'allais aller là et bah qu'est-ce qui pouvait faire de la magie au quotidien? Voilà, c'est faire ce pont-là. Les deux sont importants, je pense. Et donc on a parlé du rêve au tout début, là t'en as encore un petit peu reparlé. Donc tu les invites à rêver. Moi je serais vraiment curieuse si tu pouvais nous donner des exemples de rêves qui reviennent très régulièrement chez les ados. Alors souvent quand on me pose la question ouverte, c'est trop dur pour eux. Il faut quand même les orienter. Donc ce que je faisais beaucoup quand on parlait de développement durable, je leur disais vous êtes président demain. Et vous avez la capacité de tout faire. S'il vous plaît, trouvez-moi... donc c'était vis-à-vis de l'environnement, des choses qui seraient bonnes pour le monde. Et en fait, c'était nul, ce qu'ils me disaient. Je leur disais, mais vous vous rendez compte, vous êtes président et vous créez des amendes. C'était leurs idées. Et donc c'était comment j'arrive au fur et à mesure à leur dire, mais tu peux tout imaginer. Parce qu'en fait, je me rends compte que dans le rêve, on a du mal à aller au-delà et à imaginer. Et du coup, j'essayais de les amener à Avatar et à ces plantes luminescentes. Il se trouve qu'il y a des savants, des scientifiques qui sont en train de créer des plantes luminescentes. Bientôt, peut-être on n'aura pas besoin de lampadaires. Pareil, je leur dis, mais vous vous rendez compte, je leur parlais des sacs biodégradables, c'est-à-dire c'est un japonais qui a vu qu'un sac plastique pouvait se diluer dans l'eau. Il le met dans un verre, il peut même boire l'eau, apparemment. Je ne boirai pas l'eau, mais... Et c'est comment je passe de je suis président, je peux tout faire, ah ouais, ok, bah je mets en prison ceux qui ne respectent pas, je crée des voitures vertes, ok, mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Et encore plus loin, et encore plus loin. Donc j'essaie toujours de garder quand même un pied avec la réalité, parce que sinon pour moi ça n'a pas de sens. Par exemple, quand on devait dessiner le monde de demain avec des tout petits, alors les petits ils partent plus facilement dans l'imaginaire, mais ils me dessinaient un vaisseau spatial, je fais ok, mais il marche comment? Et ça c'est génial parce que je leur avais fait dessiner la Terre aujourd'hui et la Terre dans le futur. Et je leur avais dit, vous devez me trouver un nombre à 4 chiffres pour le futur, parce que sinon ils me mettent 1 milliard d'années et pour eux c'est trop loin. Donc on avait du 2020, c'était l'année dernière 2022, et l'an 4000. Et qu'est-ce qu'il y aurait dans l'an 4000? Et parfois c'était toutes petites choses, mais c'est quand même assez rigolo. Donc il y a du verre sur les immeubles. Il y a des animaux du zoo qui sont dans la vraie ville. Il y a plus de trottoir. C'est des toutes petites choses, mais je trouve que c'est ça qui est important, c'est que ça soit pas complètement... alors beaucoup travaillent sur les déchets. En fait, je trouve que c'est plus facile de les faire rêver à partir d'un prisme. Et donc t'évoques le fait que les petits, en général, s'autorisent plus, disons, à rêver très grand et qu'au fur et à mesure des années, peut-être qu'on s'autorise de moins en moins. Est-ce que tu aurais un conseil pour qu'on arrive à s'ouvrir et à vraiment oser rêver au-delà du petit carré qu'on voit en face de chez nous, quoi? Parce que c'est vrai que je vois moi-même dans les interviews que je peux faire. Donc ça fait partie des questions à la fin, donc je te spoil un petit peu de s'imaginer le nouveau monde, disons, si on l'appelle comme ça. Et je vois que la plupart de mes invités ont besoin, par exemple, d'abord de commencer par dire tout ce qui va pas. Et après, certains s'autorisent plus ou moins
à rêver grand. Mais c'est vrai que comment s'autoriser, nous, adultes, à vraiment faire ce que tu invites les ados à faire? Bah, je trouve que ta question du début, moi, je l'utilise toujours. C'est quoi vos rêves d'enfant? Et je vous jure que je la repose à des gens. Il y a des points communs avec nos rêves d'enfant. Alors, beaucoup d'adultes, je les posais à des enseignants, et des fois, ils font, ah, bah, moi, je rêvais pas, j'avais pas de rêve. Donc, tout d'un coup, ils stressent parce qu'on est des trop bons élèves, en fait. Dès qu'on n'a pas de rêve, on n'arrive pas. Donc, je redirais, mettre ses lunettes de quand on a 5 ans. Et on n'était pas tous bien à 5 ans, mais on a un regard d'enfant, d'émerveillement, et il y a ces rêves qu'on avait à 5 ans, et aussi aller au contact des enfants. En fait, souvent, je me perds dans, je peux laisser tomber ma joie, je peux moi aussi ne pas savoir m'émerveiller, être un peu déprimée. Enfin, je veux dire, c'est dur, hein, le monde dans lequel on vit, il est dur. Et du coup, systématiquement, je reviens auprès des jeunes, même s'ils peuvent être épuisants et que je ressors lessivée, les jeunes comme les petits, il y a cette capacité d'émerveillement qu'ils ont spontanément et qui est contagieuse. Donc, on peut avoir nos rêves d'enfants, on peut aller rencontrer les enfants. Et je dirais, quand tu parlais de ton terrain, vraiment repenser petit. Mon terrain, je vais juste ouvrir la porte et je vais voir ce qu'il y a derrière la porte déjà. Dans mon livre, j'ai écrit 2100, mais parce que c'est dans un livre. Mais aujourd'hui, mon école, il a bien fallu que j'accepte que elle serait que en ligne pour l'instant, parce qu'en fait, j'ai vraiment pas l'énergie pour construire quelque chose là, m'attaquer aux trucs administratifs, et c'est ok. Donc c'est un truc d'entre-deux. Qu'est-ce que je fais avec les moyens aujourd'hui? Et le passage à l'action, je crois qu'il est vraiment difficile parce qu'on a on a trop d'attentes et d'idéaux et on se dit bah non mais ça sera moins bien. Bien sûr, mon école elle est moins bien que celle que j'imagine en 2100. Bien sûr. Mais en attendant, je dois quand même semer mes graines. Par quel biais? Comment? Et là où je dirais aux gens, c'est faites un tout petit truc, peu importe, mais un petit truc qui va vers. C'est comme si le pont qui nous emmène à 2021, il n'est pas encore construit. Et du coup, pour que mon école, là, en 2021, elle soit là-bas, il faut que je mette une marche après l'autre pour pouvoir accéder à l'autre rive. Bah, c'est pareil, le médecin qui est à l'hôpital et qui se dit, mais c'est l'enfer sur terre, en fait, l'hôpital. Bah, comment il fait? Bah, peut-être que lui, il va se passionner pour l'acupuncture et que, bah, de temps en temps, le week-end, pas à l'hôpital. À l'hôpital, ses collègues, ils sont pas sympas, ça marche pas. C'est pas grave. Il va s'être renseigné et il va introduire ça dans sa pratique et c'est peut-être ok, c'est peut-être déjà ça, rêver demain. Donc je pense qu'il faut se mettre quand même moins de pression et se dire on fait vraiment ce qu'on peut aujourd'hui. Et on a des bâtons dans les roues et on n'est pas aidé et pourtant on y arrive quand même parce qu'on est vraiment très nombreux. Et ce que je conseille aussi beaucoup aux jeunes, c'est de se renseigner sur vraiment le journal des bonnes nouvelles, quoi. C'est tous ces gens inspirants dans le monde, ces gamins qui ont 12 ans et qui ont dû quitter la Syrie et qui ont monté une école au Liban. Il a 12 ans, le mec. Il a vraiment créé une école. Ces gamines qui ont 15 ans et qui ont ramassé tous les sacs poubelles de leur île et qui se sont lancées. On n'a pas besoin, vous voyez, d'avoir des formations, d'être diplômé d'un doctorat pour faire un truc. Moi, j'ai pas le concours et j'ai créé une école. Je fais de la philosophie et je suis pas philosophe. Donc c'est aussi qu'est-ce que je m'autorise? Est-ce que j'ai le droit d'aller au-delà de mon terrain? Et je crois que c'est plutôt dans nos croyances qu'on n'ose pas. Et c'est plus facile d'imaginer quelque chose de très très loin et d'inaccessible. Comme ça, bah c'est sûr que je peux pas y aller. Ah ouais, c'est très vrai. Donc c'est vraiment plein de petites choses. Et on dit avec les profs, c'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire après cette conférence? Vraiment, il y a plein de rituels à faire avec les jeunes. Et vraiment, je le redis, les profs, ils font vraiment ce qu'ils peuvent pour essayer d'introduire tout ce qui est lié aux forces, à la confiance en soi, etc. Mais ils luttent aussi parfois contre les parents, ils luttent contre une institution et c'est difficile. Et pourtant, ils mettent en place des choses incroyables. Mais il faut qu'ils fassent aussi avec ce qu'ils peuvent, leur énergie. Et tous repartent avec un mini truc. Un livre à lire. Un rituel à tester. Un panneau à installer dans leur classe. Juste ça. Une petite chose. Et je me demandais, par rapport à des sujets peut-être un peu plus lourds, que j'imagine tu abordes aussi, je sais pas, le harcèlement ou j'imagine qu'il y a des élèves parfois que tu rencontres qui sont dans des phases où ils vont vraiment pas bien. Tu parlais de suicide aussi à un moment. Comment tu fais face à ce genre d'élèves qui sont vraiment en détresse ou est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour des parents qui ont des enfants qui vont pas bien Est-ce que tu arrives là aussi à distiller peut-être une petite graine d'espoir ou comment?
Du coup, j'ai beaucoup appris parce que je pense que j'ai eu et j'ai encore un côté sauveuse. Et à 22 ans, quand j'ai rejoint l'association Fratelli, donc c'est article 1 maintenant, on accompagnait des jeunes de milieux modestes et moi, je m'occupais vraiment de ceux qui allaient pas bien. Et j'ai vraiment fait face à des situations compliquées, des suicides, des viols, des harcèlements, et j'étais face à est-ce que je le dénonce ou pas, enfin vraiment des questions de conscience et aussi par rapport à mes limites à moi. Et j'ai rencontré un pédopsychiatre, Monsieur Monod, il m'a dit, mais en fait, t'es pas psy, tu peux rien faire. Et je dis, mais du coup, je fais quoi? Il fait, tu les écoutes. Parce qu'en fait, ils sont juste là, et ils vont te confier ça parce que, ils ont vu qu'ils pouvaient se confier, c'est tout ce que tu peux faire là. Et surtout, ne fais pas plus parce que c'est pas ta place. Donc, j'ai une capacité à pouvoir tout entendre vraiment, sans être complètement vidée à la fin. Je sais aussi que beaucoup se permettent de lâcher des gros trucs. Et enfin, se rappeler quand même que c'est des ados et qu'ils ont parfois besoin d'en faire des caisses. Je dis pas que quand ils parlent de suicide, c'est parler comme ça, mais parfois je remarque qu'ils ont besoin de vider leur sac et qu'ils pleurent et ils rient dans la même séance. Souvent, ils vont mieux quand même, c'est déjà le point positif, mais qu'il faut aussi les écouter, mais sans forcément les prendre à la lettre tout le temps. Et dans le cas du harcèlement, et ça c'est ça m'avait passionnée, j'avais parlé avec une dame qui travaillait sur le harcèlement, elle me disait qu'elle travaillait sur la responsabilité des harcelés. Et j'en ai reparlé avec un ami. Il disait qu'il avait un harcelé qui était un élève harcelé qui avait changé de collège, nouvelle ville, nouveau. Il connaît personne. Il est dans une posture d'enfant harcelé. Et on a tendance à accuser le bourreau, à dire toi tu harcèles, etc. Et je dis pas qu'il est pas responsable. Je dis que les deux sont responsables. Et la personne qui a accompagné ses enfants, elle essayait de montrer toutes les caractéristiques qui le mettaient dans une situation où il se faisait victime. Et c'était passionnant parce qu'il disait mais il y a que comme ça qu'on le change. J'ai travaillé moi plutôt avec le côté de gars qui disaient ah ouais Hélène merci parce que je viens de comprendre que j'étais un harceleur. Mais parce que parfois ils le font sans vraiment comprendre. Eux ils n'arrivent pas à imaginer qu'en insultant quelqu'un, si ça lui plaît pas, qu'ils lui disent pas arrête de me parler comme ça. Moi c'est une question qu'on m'a posée. Mais pourquoi madame, il me dit pas que ça le saoule? Il y a aussi, il y a pas des méchants et des gentils, déjà ils sont ados. Alors, encore une fois, on a besoin d'une posture d'autorité et de mettre en sécurité tous les enfants, et il y a des choses qui sont pas du tout correctes. Mais on a une tendance à défendre ou accuser sans essayer de comprendre ce qui se fait jouer vraiment. Et donc je trouve que donner des outils à un enfant qui s'est fait harceler, c'est-à-dire qu'est-ce qui me dérange quand l'autre vient me dire, pourquoi moi tout de suite ça me blesse, parce que c'est comme des prédateurs, c'est-à-dire que l'harceleur va se sentir attiré par quelqu'un qui est un petit peu fragile, victimisé, etc. Donc ça vient bien d'ailleurs. Dans la posture déjà de l'enfant, il y a quelque chose. Et donc c'est plutôt comment on va accompagner l'enfant à se renforcer, plutôt que de dire il y a une personne, on va tous t'aider à défendre. Et sur le harcèlement, je le pose souvent aux jeunes. Et je viens dans des lycées difficiles et je leur dis imaginez que votre sœur, votre meilleure amie se fait harceler. Qu'est-ce que vous faites? Alors madame, on les défonce. On va les taper, on va leur dire, on va l'expliquer, etc. Et souvent je leur dis, ok, vous êtes plus là, après qu'est-ce qui se passe? Ça recommence. Donc on en vient à comment la personne va pouvoir, elle, en parler. Et je pense que c'est la première chose, comment on établit un climat de confiance. Et puis on en arrive souvent à avoir un adulte de référence. C'est pas grave si c'est pas vos parents. Il faut que vous puissiez aller en parler à quelqu'un. Et souvent, j'essaie de finir par, tant qu'ils en ont un, c'est bon. Une infirmière scolaire, un professeur, etc. Et globalement, ils ont des personnes de référence. Mais je pense que on a tendance maintenant à... on accuse les hommes, parce qu'il y a des femmes violées. Et c'est tous les hommes qu'on va mettre dans le même panneau. On va accuser les enseignants. Même maintenant, on est en train de dire que c'est des pédophiles. Et en fait, attention à ce qu'on dit, c'est-à-dire que, oui, il y a des pédophiles qui sont enseignants. Il y a des hommes qui violent des femmes. Et à l'inverse, il y a des... Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? C'est ce côté, c'est tout ou rien. Et on oublie que, moi, souvent, je demande aux jeunes filles, c'est plus dur d'être homme ou femme? Toutes, ouais, madame, c'est plus dur d'être une femme, en plus on a nos règles, et puis la société, nanana. Moi, j'aime bien leur dire, pour mon frère, c'était plus difficile d'être un homme. On était une famille matriarcale. Les femmes, elles ont pris beaucoup de place, on parlait beaucoup. Être un homme, aujourd'hui, c'est dur. Dès qu'on bouge un doigt, on a l'impression qu'on va faire du mal à une femme. Dès qu'on dit quelque chose, dès qu'on se comporte, c'est difficile. Donc aujourd'hui, les garçons, ils ont énormément de questions. Il y a un jeune, je le partage parce que je trouve ça trop mignon. Il était, je disais, mais vous voyez, c'est comme les garçons qui sifflent les femmes. Je comprends pas. Il y a manière à bien traiter la personne si on est amoureux. Et lui est au premier rang. Il dit, mais madame, on fait comment sinon?
si on siffle pas la fille? Et c'était trop drôle parce que c'était vraiment une question, il a pas réfléchi, il a lancé. C'était, tu lui dis bonjour, tu dis autre chose. Mais ces trucs, c'est pas du tout méchant, faut juste leur apprendre gentiment. Parce que là, je vois passer de dites bien à vos garçons, de bien se comporter. Attention. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une sœur et un frère. Et donc, j'ai jamais pensé que c'était plus difficile pour une femme. Mais je rencontre énormément de personnes qui me disent, c'est plus difficile pour une femme. C'est quand même un prisme. Il y a des mamans qui accouchent en disant, ça sera plus difficile pour ma fille parce que c'est une fille. C'est fou quand même de penser ça. Donc c'est quand même quelque chose que je lègue, que je le veuille ou non. Donc c'est la responsabilité. Si je réponds à la question que tu m'as posée il y a 20 minutes, comment aider les parents, c'est essayer de faire en sorte déjà de pouvoir mettre leurs enfants dans un climat de confiance, de leur donner des outils, mais du coup qu'ils soient responsables. De pas vouloir se faire défenseur, de pas les mettre dans une posture de victime. On pourra jamais empêcher, c'est le livre de Boris Vian que j'avais lu que je trouvais génial, de cette femme qui met tous ses enfants dans une cage dorée parce qu'elle a peur qu'il leur arrive quelque chose. C'est terrible. On peut pas. Et même aujourd'hui avec la pornographie, ça m'est arrivé des jeunes, elles disent, oui mais madame, vous dites la pornographie, mais regardez, il y en a partout. Ils ont raison. J'attends l'arrêt de bus, il y a une femme qui est à poil, en string et en soutif transparent. Et donc je peux pas les empêcher de voir ça. Par contre, je peux essayer de leur donner des outils pour comprendre que c'est pas sain quand même. C'est tout ce que je peux faire. Mais comme ça, je me libère d'un poids, je vais pas lutter contre ce qui est. Je fais avec. Pour construire le meilleur, mais je suis obligée de faire avec. Et peut-être pour répondre à ta question, comment on construit demain en acceptant déjà ce qui est aujourd'hui. Sinon, je fuis. Ouais, ça amène à pas mal de pistes de réflexion. Ok, ouais, c'est très intéressant. Ça va peut-être nous faire remettre en question aussi certaines visions qu'on a. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur toutes ces interventions? Donc, je t'ai posé pas mal de questions, mais est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire dessus? Une des choses que j'arrive à dire aux jeunes, et j'aime bien le répéter aussi aux adultes, c'est que on dit souvent, on a tous eu 14 ans. Mais on n'a pas tous eu 14 ans en 2020. Et je pense que pour comprendre ce que les jeunes vivent, il faut essayer de se mettre à leur place, tant qu'on n'arrivera jamais. Moi, je saurais pas ce que c'est d'avoir eu 14 ans et d'être obligé de porter un masque, d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu. Donc, je commence souvent mes interventions comme ça, en disant, en fait, vous vivez des choses que je pourrais jamais comprendre. Je sais ce que c'est d'avoir votre âge, mais pas aujourd'hui. Et c'est pareil avec tout, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y en a qui vont dire, ouais, mais les jeunes, ils sont trop sur le portable. Ouais, mais ils vivent quand même dans une autre époque que la nôtre. Et accepter que les choses évoluent, et pas forcément vers le mal, mais que c'est d'autres générations, avec d'autres manières de faire, et que nous, par contre, on a la responsabilité de pouvoir leur donner toutes les clés qu'on a. Je dois imposer aucune de celles-ci, mais je dois leur donner des outils. Et je leur dis souvent, mais vous avez une conscience au niveau environnemental qu'on n'avait pas du tout. Donc c'est leur dire, vous avez des choses qu'on n'avait pas. Il y a des choses, ça va beaucoup plus vite, et ils aiment entendre ça. Et moi, beaucoup pleurent en me disant, mais madame, j'essaie de dire à mes parents qu'il faut faire attention. Et ils comprennent pas pourquoi le monde change pas au niveau environnemental. Pour eux, c'est une évidence. Et nous, on a mis tellement de temps à comprendre qu'on se dit, oh bah c'est bon, on a encore un peu de temps. Donc voilà, je redirais à tout le monde, attention à, moi c'était avant comme ça, du coup toi ça devrait être comme ça. Je pense que même dans une même famille, on n'a pas du tout eu les mêmes rôles, on n'a pas eu du tout le même prisme, et donc c'est pas parce que moi j'ai réussi à l'école que mon frère, ma sœur doivent réussir. Voilà, c'est respecter là où l'autre est, avec toute l'époque et le contexte qu'il y a, quoi. J'aimerais maintenant qu'on passe à un autre sujet, celui de l'école que tu as créée. Donc ça fait à peu près 1 an. Tu l'as créé en septembre 2022. J'avais lancé le podcast en mai 2021 et j'ai lancé l'école, l'école en ligne en 2022. Ok, donc oui, c'est ça. Donc d'abord, tu as fait un podcast. Donc c'est quoi ce podcast? Le podcast, c'est la réadaptation de mon livre pour les enfants. Parce que je me suis dit, dans mon livre, il y a Alicia qui parle et qui parle aux enfants. Elle leur délivre des clés. Et du coup, je me suis dit, ce livre-là, c'est les adultes qui vont le lire, mais pas les enfants. Du coup, qu'est-ce qu'elle donnerait comme leçon? Donc, j'ai écrit ce podcast en 10 leçons que les enfants peuvent écouter, mais aussi que les enseignants peuvent faire vivre à leurs élèves, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de Alicia vient enseigner leurs enfants. Donc, au début, je me suis dit, ça sera mon école. Ça suffit. On crée les choses sans savoir où ça va nous mener. Hein. Mon école, ça se trouve demain, je sais pas où est-ce qu'elle va m'emmener. Dans une maison au bord de l'océan Pacifique, on sait pas.
Et du coup, ce podcast, il a tourné et après, c'est là où j'ai compris qu'il va pas falloir que j'attende d'en vivre parce que c'est comme écrire un livre en fait. On gagne 30 centimes par livre, donc on va pas aller très loin. Et j'ai eu envie d'en faire plus, de proposer des ateliers, tous les ateliers que je faisais, de les rassembler autour d'une même institution. Institution, c'est pas le mot, mais que moi j'avais créée. Et j'adore inventer des univers. Du coup, j'ai là inventé des enseignants, un univers un peu imaginaire qui va permettre aux enfants de dire quand je vois Philéon, c'est lui qui est le maître des émotions et c'est lui qui va nous enseigner à appréhender la joie, la colère, la peur et lui il utilise des potions et parce que lui c'est un peu un scientifique. Et puis par contre, quand je vais voir Isor, elle est équilibriste, elle va nous apprendre à prendre soin du corps. Donc c'est 4 dimensions: l'esprit, le corps, le cœur et l'âme. Il rencontre un enseignant et selon moi, en fait, j'étais partie de là parce que dans l'éducation nationale, il y a 5 grands principes au programme scolaire. Donc tout ce qui est scientifique, histoire, le français, etc. Et moi j'ai dit moi j'ai 5 grands principes. Il va y avoir les bases qui sont le podcast, les clés, ce que tout le monde devrait savoir comme la maternelle. Et puis après il y a les 4 dimensions principales. L'esprit, je peux pas vivre sans mes émotions. Donc il faut que je les appréhende, il faut que je sache comment aller mieux, comment essayer de... L'esprit, c'est aussi toute la capacité intellectuelle, comment j'essaye de faire fonctionner au mieux mon cerveau sans qu'il puisse me parasiter en permanence. Il y a aussi le cœur. Comment j'arrive à être en relation avec les autres, avec la nature, comment j'apprends peut-être à méditer, à faire avec les éléments qui m'entourent, enfin il y a tout ça. Le corps, manger sainement, faire du sport. Et j'ai mélangé aussi un peu l'art, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir tout l'aspect du corps dans l'art, et de voir aussi la capacité qu'on a à s'émerveiller via le corps, etc., la danse, etc. Et l'âme. Et c'est là où j'adore, parce que on va parler des rêves, de la mort, et c'est peut-être là où ce qu'il y a de plus magique, parce que finalement dans les autres on peut aussi en parler il y a des cours de sport à l'école, et on parle des émotions maintenant à l'école, mais c'est tout ensemble qu'elles me paraissent fonctionner, parce que dans chacune, déjà elles sont en lien, et elles constituent, c'est un peu l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, cet homme-là, pour moi, pleinement unifié, c'est toutes ces dimensions-là. Et aujourd'hui, soit on occulte complètement la dimension de l'âme, on est des êtres humains dans un corps, un cœur qui bat, puis c'est tout. Et j'oublie que, en fait, il se passe plein d'autres choses. Moi, j'apprends aux enfants, il faut laver, il faut prendre des douches de lumière. Pourquoi, Hélène ? Parce que franchement, parfois, on n'est pas propre avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc ça, il faut l'apprendre. Il faut apprendre à mourir, il faut apprendre à rêver. Et puis, il faut aussi apprendre à être en lien, à se relier à la nature, et ainsi de suite. Donc c'est une école qui s'est d'abord construite finalement, grâce à ce que j'avais étudié au concours de professeur des écoles, de façon hyper structurée, contrairement à ce que je peux être, mais en 5 grands axes. Et après, l'idée c'est que les enfants naviguent et puissent piocher. On a tous des dimensions préférées. Moi, à choisir, je serais dans la dimension de l'âme, à toujours écrire des histoires et des contes. Et je me suis rendu compte à quel point c'était intéressant, même moi, de les construire. J'avais énormément de mal même encore aujourd'hui, j'ai pas fini plein de choses dans la dimension du corps. J'adore le sport, mais je sens bien que cette dimension-là, il faut que je sois davantage dans mon corps. Et donc, c'est une dimension la dimension de l'âme, c'est une des premières que j'avais terminées. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment ça nous fait cheminer, etc. Ok. Et donc, comment tu vois cette école que tu as créée ? Est-ce que pour toi, c'est un complément à l'école traditionnelle ? Ou est-ce que l'idée, c'est plutôt de proposer une alternative en fait à l'école? Ça peut être tout. Après, je pense qu'elle a pas vocation à combler les journées d'un enfant. Et donc, c'est surtout complémentaire parce qu'elle peut s'adresser aux enseignants. Un enseignant qui veut travailler les émotions, il pourra prendre toutes les vidéos sur les émotions et les étudier, et puis ça peut lui suffire. Donc là, c'est complémentaire à ce que l'enseignant a fait. Ça peut être aussi, il y a des enfants en unschooling qui vont venir, et puis ça va régler un peu leur journée, on va explorer des choses ensemble, mais ils auront fait... Je pense qu'il faut se dire que dans le proverbe, il faut tout un village pour faire un enfant. Il n'y a aucune école aujourd'hui qui pourrait combler entièrement un enfant. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, moi, mon école, elle a davantage été au scout qu'à mon école primaire. Alors j'ai adoré mes copines, etc. Mais ça serait complètement dans l'ego de dire j'ai construit quelque chose qui peut combler les besoins absolument d'un enfant. C'est pas possible. Et même un parent ne peut pas combler les besoins de son enfant. C'est complètement à côté de ce que chacun en est venu vivre. C'est comment. Moi, je propose
j'ai une salle dans laquelle on peut venir piocher, une caverne d'Alibaba. Mais t'en as une, toi. Toi, Raphaël, t'as créé plein de choses, et moi, je vais les encourager à aller chez eux, parce que je vais dire, mais chez moi, c'est pas possible. Imaginez quelqu'un qui a besoin de se nourrir, s'il veut tout trouver chez moi, il est mal barré, tu vois. Donc c'est vraiment de se dire, comment chacun d'entre nous, on crée quelque chose, et ensemble, on va pouvoir... bien sûr, il y a des enfants qui vont plus se plaire dans mon école, et d'autres non, et je pense qu'il faut être conscient qu'on peut pas plaire à tout le monde et qu'on correspond pas à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne, il y a beaucoup de parents qui me disent bah oui, mais pour l'instant nous on en a marre des vidéos et on en a marre des ateliers, et je l'entends très bien. Donc je pense que moi ça m'a aidé de pouvoir me dire en fait, je suis comme un phare. Mon phare, parfois il est en pleine tempête, on n'y voit rien, mais heureusement qu'il attire pas tous les bateaux, t'imagines ? S'il attirait tous les bateaux du monde, je serais dans la merde. Donc c'est vraiment de dire mon phare, je fais confiance, il attire tous ceux qui ont besoin. Mais c'est même si je crée une école demain, heureusement, je suis pas amenée à répondre à tous les besoins des enfants de la planète, tu vois. Ok. Et donc concrètement, cette école, donc elle est en ligne, tu l'as dit. Et est-ce que tu peux décrire, oui, le fonctionnement, vraiment, je sais pas, combien ça coûte, à quel âge ça s'adresse, combien d'enfants est-ce qu'il y a des classes, comment on peut s'imaginer cette école? Alors souvent je dis c'est une école ouverte dans le sens où on peut y aller et en repartir. Donc il y a des abonnements, les abonnements ils me permettent surtout de pouvoir, parce qu'on n'imagine pas souvent, mais payer une plateforme, payer l'URSSAF, payer tous les outils et les logiciels comme Canva, etc. ou même les podcasts, enfin voilà. Donc les abonnements ça me permet moi juste de pouvoir m'y retrouver financièrement. Mais l'idée c'est on peut quitter les abonnements quand on veut. Donc il y a des abonnements 1 à 10 € et ça je disais c'est pour les enfants qui veulent pas faire d'atelier. Donc il n'y a pas d'atelier. Par contre tous les mois ils retrouvent, j'ai appelé ça la box des lutins, donc c'est vraiment des outils pédagogiques. Et le journal des enfants de l'univers, parce que c'est vraiment, j'ai créé un journal télé, dans lequel chaque mois les enfants ils ont un journal, j'ai un peu imaginé ça en mode bonne nouvelle, mais c'est un peu la newsletter de l'école. Donc ils ont tout ça et ça, c'est aussi un abonnement qui peut correspondre aux enseignants. Du coup, chaque mois, ils ont une valise pédagogique, ils ont un outil qu'ils peuvent faire lire aux enfants. Celui à 22 €, c'est tout ça plus un atelier. Et dans l'atelier, on va essayer de travailler un petit peu tout ce qu'on s'est dit là sur la philo. C'est quoi l'identité ? C'est quoi mon rapport au corps ? C'est quoi mon rapport à l'autre, l'amitié ? Donc on va pendant 1 heure. Alors mes ateliers, c'est pas moi qui parle et les enfants qui écoutent, parce que sinon ça marcherait pas. Souvent, on se déguise, je leur fais faire des jeux, on dessine, donc c'est plutôt chouette. Et l'abonnement des bâtisseurs, c'est 44 €. Et là, cette année, ça change un peu. Ils vont avoir l'atelier, du coup, avec les autres, la box. Et en plus, 2 autres soins par mois. Et ces soins, c'est de me dire qu'en fait, les enfants, ils ont parfois besoin, notamment des ateliers, mais d'intégrer aussi de nouveaux enseignements au niveau plus énergétique. Et donc chaque période scolaire, là je travaille avec la médecine de la rose que peu de gens connaissent, qui est liée un peu à Marie-Madeleine, à Marie, la rose qui a plein de symboliques. Et là typiquement ça va être comment je vais travailler ma capacité à voyager partout tout le temps grâce à la rose des vents, ma capacité à bien dormir grâce à la rose des sables, ma capacité à aimer grâce à la rose de Vénus. Donc ça c'est une première période, après il y aura les 5 sens, donc c'est... Les bâtisseurs, c'est plutôt en général des enfants qui sont prêts à s'investir un peu plus. Investir, je parle plutôt en termes d'ateliers et de temps et aussi pour les parents. Donc on va un peu plus loin. L'année dernière, on a étudié les podcasts. Là, c'est vraiment parce qu'ils repartent avec une méditation audio. J'ai envie qu'ils puissent... je parlais de trésors tout à l'heure. Prendre conscience de leurs trésors, c'est aussi leur donner les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes le travailler. Donc grâce à cette vidéo, il va pouvoir voir qu'en fait, il a une capacité d'amour incroyable, rien qu'en se reliant à Vénus s'il veut, tout seul quand il veut. Et il a pas besoin de moi. Donc moi, je leur donne juste ça et voilà. Donc c'est 3 abonnements, mais comme je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire des abonnements chaque mois, les gens vont pouvoir s'inscrire ponctuellement aux ateliers. Et ce que j'aime faire, moi, le plus au monde, c'est voyager. Et du coup, j'ai créé des voyages scolaires pendant les vacances scolaires. Et l'idée, c'est qu'on explore 5 destinations. Et là, l'année dernière, on a fait les terres sacrées, je vais pouvoir le refaire. On va aussi suivre Jules Verne en voyage. On va aussi explorer 5 organes en allant voyager dans notre corps. Enfin, c'est l'idée, encore une fois, d'apprendre, mais de façon ludique, un peu en sortant des cases. Je parle de géographie ou de corps humain, peu importe, et je me relie à tout ça, et surtout, je m'amuse. Et t'as parlé de soins énergétiques, t'as parlé de se relier à Vénus, des choses comme ça.
Donc c'est quand même une école où on n'apprend pas uniquement tout ce qui est lié au corps, aux émotions, ça va quand même au-delà de ça. Est-ce que tu voudrais un petit peu décrire aussi ce que les enfants apprennent du point de vue peut-être énergétique? Tu parlais de douche énergétique. Est-ce que, donc c'est une deuxième question dans la même question, mais est-ce que cette école, elle est pour déjà des enfants qui ont des parents qui sont ouverts peut-être au fait qu'il y ait en fait des sphères énergétiques également qu'on ne voit pas? Alors, il se trouve que la plupart des enfants là qui sont là, c'est que c'est les parents qui m'ont trouvé et qui ont suivi un peu mon travail, etc. Après, je me rends compte que je peux pas construire l'école, je vais pas enseigner moi les soins énergétiques. Je vais partir de moi. Et je vais expliquer comment moi je vis aux enfants, comment moi j'appréhende, tout ça c'est mon prisme. Mais là où j'ai envie de déconstruire, c'est notre manière d'envisager la transmission et l'enseignement en France. Grand 1, les enfants, vous imaginez une douche. Grand 2, vous imaginez qu'elle est jaune. Grand 3, vous imaginez qu'elle tombe. Ça peut pas marcher. Enfin, c'est vraiment ma manière, c'est le jeu toujours, et donc il peut s'agir parfois de quelque chose d'énergétique, mais c'est pas le but. Ça revient souvent, mais c'est là où un instinct, il va complètement pouvoir travailler là-dessus. Par exemple, la médecine de la rose, même symboliquement, moi je parle de soins énergétiques, c'est moi qui ai mis ça derrière parce qu'il y a une énergie particulière de la rose, notamment parce que dans l'histoire elle a une importance incroyable, et que derrière il y a des figures christiques qui sont... voilà, ça c'est mon prisme à moi, mais quelqu'un qui veut juste étudier la rose et qui veut juste travailler sur la capacité de voyager, elle peut le faire aussi, et je pense que tout le monde devrait s'autoriser à lire un livre dans lequel on parle d'énergie, ou alors qu'on parle de monde d'entreprise hyper 3D entre guillemets, et trouver ce qu'il a besoin. Donc j'enseigne pas à la méthode française éducation nationale, que ça soit énergétique ou autre. Je vais plutôt vraiment m'amuser avec les enfants, qu'on puisse se relier, et les sujets vont venir au fur et à mesure. Donc il se trouve que, en revenant au cycle de la nature, je reviens à nos bases, à nos fondements, qui sont les fêtes païennes. Les fêtes païennes, elles sont pas magiques à la base. Elles sont païennes, elles ont été aux prémices de notre humanité. On célébrait les équinoxes, on célébrait les solstices. J'ai pas besoin d'être magicienne pour célébrer Samhain. Samhain qui est le 31, qu'on a transformé en Halloween, etc. Donc en fait, je reviens juste aux bases et aux fondements, de façon, voilà, c'est le mot, c'est simple et naturel. Parfois, les enfants, ils vont se déguiser, mais c'est vraiment de faire en sorte que ça soit à portée de main. Donc le jour où je leur ai appris la douche de lumière, je leur lisais une histoire, et j'aime bien passer par les contes, et je leur expliquais qu'au moment de Yule, c'était important de prendre soin de soi et de se laver, mais pas que se laver. Et puis on était venus à là, et puis on avait expliqué ça, et c'était trop rigolo, parce qu'à ce moment-là, j'étais avec une amie, leur faisait un soin en même temps, et je leur expliquais le travail qu'elle faisait, elle vous fait un soin pour que vous soyez plein de lumière. Oh, mais c'est incroyable, elle est magicienne, elle voit tout en jaune, et puis ça s'arrêtait là, j'avais pas besoin d'expliquer comment elle se posait. Vous voyez, c'est un truc, ça doit être simple. Et je crois que notre problème d'adulte, c'est qu'on veut expliquer des choses qui sont naturelles pour la plupart des enfants. Souvent, c'est pas moi qui amène les sujets, c'est eux. Par exemple, quand je leur demande comment ils se sentent, je leur demande toujours de dessiner avant. C'est trop rigolo parce qu'ils ont majoritairement les mêmes dessins. Mais pas toujours le même dessin. C'est-à-dire qu'ils vont choisir les mêmes couleurs, les mêmes symboles, au moment où ils le veulent. Enfin, je sais pas si tu vois toi le truc, mais... Tu veux dire que les enfants... Derrière leurs écrans. Donc c'est pas un enfant à chaque atelier qui a les mêmes symboles, c'est les enfants à tel en atelier. même temps. Okay. Je vais leur poser une question. L'autre fois c'était le drapeau de l'école, ou alors la terre demain. Il va y avoir des couleurs, des symboles qui reviennent. Moi, j'ai rien à dire. Je dis, vous avez vu les enfants qu'il y a des choses similaires? Puis de même, ils discutent. Je dis pas, alors là, vous êtes reliés énergétiquement parce que finalement, on est tous reliés. Là, je les emmènerais trop loin. Et puis, ce serait plus marrant. Donc, là, j'ai mis des mots pour dire soins énergétiques parce qu'aujourd'hui, on dit ça. Mais est-ce que c'est ça? J'en sais rien. C'est comment chacun devient responsable et utilise tous les outils. Et il se trouve que la spiritualité est un outil. Mais comme l'alimentation est un outil. Et on plutôt s'autoriser à inclure tout ça. Alors aujourd'hui pour des enseignants c'est compliqué, on n'a même plus le droit de dire méditation. Donc c'est aussi ouais. Mais même huile essentielle, je crois que ça hérisse certains poils. Donc on en arrive à des moments où on en perd un peu le bon sens quoi. C'est moi je pars du principe, je mets à disposition des outils dans tout ce que je propose, dans tout ce que tu as énuméré. En fait, il y a des vidéos, les enfants ils vont adorer mes vidéos. Mais alors mes podcasts,
Ils vont pas du tout aimer, c'est pas la peine. On va à la bibliothèque, bon, toutes les deux, on va pas choisir le même livre. Et c'est ok, on est dans la même bibliothèque, on va le lire ensemble, mais on n'aura pas le même livre. Tu vois? Ouais, je pense que c'est le plus important pour que les parents imaginent un peu ce que je propose. Je suis pas là pour matrixer les enfants. Finalement, les faire se rencontrer, je crois que c'est le principal, parce que finalement, les enfants là qui sont à l'école, c'est les enfants du nouveau monde. C'est les enfants que je décris dans mon livre. Encore une fois, c'est des parents que je connais, c'est souvent des parents qui sont un peu éveillés, mais j'ai rien à leur apprendre aux enfants. Par contre, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de quelqu'un qui leur parle, ils ont besoin de quelqu'un qui les emmène un petit peu au bout du chemin, parce que tout seuls, ils sont perdus. Mais ils ont pas tant besoin que je leur apprenne à prier, par exemple. C'est moi qui dis comment vous priez les enfants, c'est quoi pour vous prier. Et c'est eux qui m'apprennent. C'est eux qui me montrent chacun comment ils font. Ah, moi, Hélène, je mets une bougie. Moi, Hélène, je me mets à genoux. Moi, et tu vois, la différence entre je t'apprends à prier, le catéchisme, je t'apprends qui est Jésus, qui est Marie, ce qu'ils ont fait dans l'histoire, ou, à votre avis, qui sont Marie et Jésus. C'est quand même pas la même posture. Et donc, c'est pour des enfants de quel âge? Pour être en atelier derrière Zoom, c'est bien qu'ils aient 7 ans, je pense. Et il y avait des grandes là qui avaient 10-12 ans, donc ça peut varier. Pour les plus petits, mes vidéos, ils peuvent les voir, sans aucun souci, les podcasts, etc. Mais l'atelier en lui-même, faut rester 1 heure quand même derrière un écran, donc je sens que pour les petits, c'est long. Est-ce que tu as des retours des enfants? Ou peut-être des parents qui te disent comment les enfants réagissent vis-à-vis de l'école? Ouais, j'en ai beaucoup. Alors, c'est parfois frustrant parce que quand on travaille avec les enfants, on n'a pas leur retour direct. Même si j'ai de la chance parce que du coup, j'échange pas mal avec les parents et qui me font des retours. Là, je suis allée voir des amis, Céline et David, qui ont des enfants qui étaient à l'école. Et un de leurs derniers, Eloane, il leur avait dit, parce que j'en avais fait un voyage scolaire, et dedans j'avais parlé du lac Titicaca. On va visiter le lac Titicaca et on trouve des trésors dedans. Et Lohan leur avait réclamé à 23h le lac Titicaca, mais il parlait pas encore bien. Ah, Titicaca! Et donc Céline, la maman, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux, Lohan? Tu veux faire caca? Non, donc Titicaca! Donc ils avaient pas compris. Ah, tu veux voir la vidéo? Donc 3 ans, ils regardent ça. Et après, quand il m'a vu, les parents avaient dit, mais tu sais, Hélène, c'est celle qui a fait la vidéo. Et donc j'étais... Hélène Titicaca, et donc c'était trop mignon parce que parfois il y a quelque chose d'assez ingrat quand on travaille avec les enfants, c'est on peut les accompagner mais on les lâche. Et donc une des premières choses que j'ai appris dans les colos, on est leur mère de remplacement et du jour au lendemain on n'existe plus. Et je crois que c'est un des meilleurs apprentissages que j'ai eu, c'est je sème mais je les suivrai pas. J'ai aucun retour là-dessus et par contre ce que je donne c'est inconditionnel et je sais que ce qu'ils vont me donner sur le moment c'est largement suffisant. Donc, je suis convaincue que mes outils, de toute façon, j'ai aucun doute qu'ils vont aider des enfants et je sais que je les crée, ça vient pas de moi. Tout ce que je crée là, on a tous des idées, on a tous des choses, il faut qu'ils soient là et je le fais pour les enfants qui les trouveront. Après, je suis toujours contente et ça nous rassure parce que comme tout le monde, parfois on dit mais pourquoi je fais ça et puis ça marche pas et parce que moi je vis pas de mon école aujourd'hui c'est hyper difficile. Je dépense plus parce que aussi j'aime bien investir sur mon école mais voilà et d'avoir des retours comme ça ou même de voir les enfants parce que c'est en ligne du coup je les vois pas si souvent c'est chouette. Ça en fait je crois que pour tout créateur artiste d'avoir un retour que ça soit sur mon livre parce que voilà on est humain quoi. On doute, on se dit, de toute façon, ça a servi à rien, de toute façon. Donc voilà, je sais que, encore hier, j'ai une copine qui m'a dit, Mélène, c'est incroyable tes vidéos, on vient de passer ça, etc. Et je me rends compte que, sa parole m'a fait du bien parce que je commençais à douter. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est plus les parents qui me le disent, même si je sais à quel point les enfants, ils y retrouveront ce qu'ils veulent. Mais parfois, je me demande si je crée pas plus pour les parents que les enfants. Parce que j'ai des parents qui font, je savais pas ça, j'ai appris un truc. J'avoue que moi, j'ai regardé pas mal de jeux télévisés, du coup, non, c'est le journal télévisé, pardon. Ouais, le journal télévisé. Et j'ai appris des choses et c'était super intéressant. Et je pense que d'ailleurs, c'est intéressant de le mentionner maintenant, que tu as une chaîne YouTube où tu postes quand même pas mal des vidéos qui sont donc gratuites, entre autres celles de l'école, sur cette chaîne. Donc pour des parents qui seraient éventuellement intéressés pour leurs enfants, s'ils veulent se faire une idée de ce que tu proposes dans cette école, il y a certaines choses qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Ouais, non, il y a le podcast. Par exemple, pour philosopher avec les enfants, j'avais fait des contes et légendes. Donc moi, j'ai mis un petit pack payant si on veut aller plus loin, mais les vidéos sont gratuites. Après, j'ai une amie qui me disait, c'est vrai que YouTube, c'est difficile de classer, du coup, faut faire son marché.
Chacun doit aller puiser ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, ma liberté, c'est de faire sur plein de médias et comme je veux, pour justement que ça puisse plaire à différentes personnes, mais donc on va pas tout aimer de ce que je fais. Et moi, ça me rassure, parce que je me dis, il y en a pour tout le monde, et puis l'autre, qui soit à l'aise aussi à dire, les vidéos, ça m'a pas plu, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai écouté les premiers épisodes du podcast, et je trouve qu'ils s'adressent également aux adultes, parce que finalement, les clés, elles sont valables pour nous tous, et en plus, c'est expliqué d'une façon très clair, ludique, et donc parfois beaucoup plus facile à appréhender que les mêmes enseignements délivrés pour les adultes d'une façon bien plus complexe. Donc, ce qui m'a inspiré aussi dans ça, c'est je trouve que les livres comme Amy, l'enfant des étoiles, ils sont absolument géniaux, parce que ce qui est hyper difficile, et on s'en rend pas compte, c'est d'écrire du point de vue d'un enfant. En fait, c'est moins difficile de nous pondre une thèse hyper scientifique que finalement de donner, dans la simple des choses, l'essence même de l'enseignement. Et moi, toutes ces clés, j'ai dû les expérimenter, j'ai dû m'y faire, j'ai dû les appréhender, et elles concernent tout le monde. Moi, je sais pas mieux qu'une autre personne. Et moi, ça a pris j'en ai raconté une histoire, etc., parce que moi, c'est ce qui m'anime, mais au quotidien, je les travaille aussi. Donc, ouais, je pense que quelque chose que j'aime rappeler quand même, parce que parfois, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais c'est incroyable ce que tu fais, mais ce que je fais, je le fais parce que je suis moi, et je le fais à ma façon. » Mais chacun, on a la capacité de faire, finalement, des choses incroyables. Moi, ma sœur qui cuisine, quand elle me fait à manger, j'en ai les larmes aux yeux. C'est pour vous dire que... Non, mais parce que, en fait, l'autre fois, je parlais de créativité aux enfants, j'ai voulu leur faire un gâteau pour montrer que moi, c'était mon truc, je m'étais dit, défi. Chacun devait créer un truc. Il avait écrit une chanson, un autre un dessin, et moi, je leur ai dit, moi, j'ai créé un gâteau. J'ai oublié de mettre de la farine. Donc, en fait, moi, je vais dans le truc le plus dur, c'est-à-dire la cuisine, c'est pas mon truc. Et c'est pour dire qu'un gâteau, il y en a, ils arrivent, ils se rendent pas compte. Donc, une des choses pour savoir ce on fait dans la vie, c'est dans laquelle vous passez des heures sans vous en rendre compte et avec une simplicité pas possible. Je pourrais passer des heures à raconter des histoires, à créer des vidéos, mais parce que je suis dans ma zone de génie. On a tous une zone de génie. Donc, encore une fois, j'ai vraiment envie d'encourager tout le monde à dire, faites vous vraiment pas du moi, et c'est cool si moi je peux inspirer des gens, mais j'ai à cœur que chacun trouve la perle, la graine, l'étoile qui fait qu'ils sont eux, quoi. Parce que on n'a pas besoin du même boulanger dans tout le monde entier, on a besoin de plein de boulangers. Est-ce que il y aurait aussi un message que tu aimerais transmettre aux enseignants? Parce que donc tu formes également des enseignants, je ne sais pas à quoi d'ailleurs. En fait, c'est via l'association Scolavi, donc qui a été créée en 2019, qui fait un travail incroyable sur les CPS. Donc c'est un mot pas du tout sexy, pour simplement parler de la confiance en soi, des forces, etc. Un jargon qui arrive tout juste en France. L'éducation nationale fait appel à nous pour qu'on vienne transmettre des outils aux profs. Donc Scolavi, vraiment j'encourage tous les enseignants à aller voir, parce que ils ont mis des outils gratuits partout. Et on essaye simplement de les aider, parce que moi j'ai vraiment une admiration sans limite pour eux. De leur dire qu'ils font déjà un boulot incroyable avec le contexte dans lequel on est. Et en fait, comme aux parents, de prendre soin d'eux avant tout et de pas mettre la barre trop haute. Et peut-être d'oser faire différemment, mais sur des petites choses. Par exemple, quand on parle des émotions, certains vont dire l'appel, au lieu de dire moi, ils vont juste dire comment je me sens, dire un nombre entre 1 et 10. C'est instaurer un petit peu de lien social dans la classe, des connaissances de soi, des qualités, des jeux. Et en fait, beaucoup disent oui, mais du coup, on fait plus d'enseignement. Non, en fait, ce temps qu'on prend, il va servir l'enseignement. On enseigne complètement à côté de nos pompes aujourd'hui. On devrait enseigner par le jeu, par la confiance. Un enfant qui a confiance dans son enseignant, il apprend plus vite. Un enfant qui s'amuse, il apprend plus vite. Là, on le sait tous intuitivement, mais ce que nous, on partage quand on est en conférence et en atelier, on leur donne des outils. Et surtout, la plupart du temps, quand on est avec les jeunes, on les rassure. On les encourage. On leur dit que c'est normal qu'ils trouvent ça dur. Là, à la rentrée, ça va être fédérer les équipes, leur donner du courage, etc. Encore une fois, je pourrais pas faire ce boulot, moi. Je suis là, j'arrive avec toute ma joie, mon peps, etc. Mais parce que j'ai pas l'épuisement qu'ils ont au quotidien. Donc, c'est chouette quand on arrive à transmettre un petit peu cette envie de renouveau, d'espoir et de « Ok, on va faire un petit peu différemment, mais à mon niveau, quoi. » En tout cas, je mettrai, comme toujours dans le descriptif de l'épisode, donc ce lien et toutes les ressources aussi pour te retrouver, toi.
Et peut-être une question rapidement aussi sur les parents. Est-ce que tu offres des ateliers aux parents? Ou est-ce que tu aurais un message à leur transmettre en particulier? Là, j'ai envie d'ouvrir une formation pour enseignants et parents. J'ai aussi ouvert des accompagnements individuels. Alors, c'était moins mon truc au début, mais c'est plutôt une demande des parents d'aider les enfants, mais aussi du coup peut-être les parents. C'est pas quelque chose que je fais parce que à la base, moi, j'étais vraiment avec les jeunes, mais je me rends compte que si les jeunes vont pas bien, c'est aussi que les parents vont pas bien. Et il y a toujours cette légitimité de dire est-ce que moi, en n'étant pas parent, je peux donner des conseils. Et c'est un ami qui m'avait dit justement parce que tu n'es pas parent, t'as une posture différente qui te permet de voir un petit peu plus objectivement peut-être qu'est-ce qu'on peut transmettre ou non, qu'est-ce qui est juste ou non. Donc de toute façon, je sais que les parents ils sont là dans mes ateliers et que on échange. J'aimerais bien faire des échanges un peu de parole peut-être sur Zoom en mode gratuit pour que il y ait une communauté un petit peu autour parce que je sais que c'est pas facile. Après, voilà, c'est vrai que tu disais en intro, il y a déjà tellement de choses que je fais, j'ai encore plein d'idées, mais je me dis qu'il faudrait déjà que je fasse bien ce que je fais. Donc voilà, dans l'idée, peut-être que j'aurais des accompagnements perso pour les parents. En tout cas, là, le plus facile, ce serait peut-être d'ouvrir des Zooms de temps en temps pour des échanges un peu en mode cercle de parole ouvert, quoi. Ok. Bon, on s'approche de la fin du podcast. Alors, la question évidemment rituelle du podcast, c'est comment tu l'imagines toi ce nouveau monde? Donc, tu nous as parlé un petit peu de l'école de tes rêves, mais voilà, si toi tu t'autorises, disons, à rêver vraiment vraiment grand, comment tu l'imagines ce nouveau monde? Je l'imagine pas. J'ai l'impression qu'il est vraiment dans mon cœur et parfois je le vois ici. C'est incroyable, non? Mais parfois je suis là et je me dis, c'est ça le nouveau monde. Ok. Et que ça va être, franchement, quand je suis avec les jeunes et quand je suis avec eux et le nouveau monde, il est juste dans une dimension encore parfois accessible, mais ensemble, on arrive à s'élever dans des sphères parfois et on y est. Je le sens, je le touche, je le vis. Donc, je pourrais le décrire, en fait, je pourrais passer un livre entier à décrire mon nouveau monde. Mais là où moi je le vois, c'est quand on est reliés. Et vraiment, le nous sommes un du Roi Lion 2, c'est notre phrase fétiche, c'est quand il y a plus de barrières avec l'autre, mais aussi avec le monde, et quand on est avec les animaux, on est un. Et là, on est en communion. Et là, on vit, c'est pas l'extase, mais j'imagine que les gens qui prennent des drogues, c'est ça qu'ils vont chercher, c'est cette harmonie. Donc c'est plutôt une sensation, je dirais. Une sensation. Je pourrais le dépeindre, et que j'arrive à retrouver ici de temps en temps. Ok. Tu veux nous donner un exemple de quelque chose que tu as vu par exemple, quand je tiens un nouveau-né dans les bras. Et alors là, c'est comme s'il était relié encore aux étoiles, et le nouveau-né m'emporte. Alors il y a son odeur, il est contre moi. Là, j'ai pas besoin qu'autour ça soit lumineux avec des arcs-en-ciel et je suis transportée par ce nouveau-né. Quand je suis avec 150 jeunes qui me décrivent leurs rêves, j'y suis. Alors la foule m'aide, enfin la foule, on est 150 mais j'ai l'impression qu'on est des milliards. Mais c'est vrai que soit ça va être la pureté d'un enfant, soit ça va être les rêves d'ados qui vont emplir toute une pièce, mais ça peut être aussi je suis face à une merveille de la nature et franchement, je vois pas comment le nouveau monde ne pourrait pas ressembler à ça. Trop beau. Avant d'arriver à la toute dernière question, est-ce que tu aurais encore un dernier message que tu aurais envie de délivrer, peu importe sur quel sujet, mais quelque chose qui te tient à cœur. Voilà, il y a des auditeurs là qui vont t'écouter. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose en particulier? Je crois que c'est toujours un peu la même chose que je dis, mais j'ai vraiment envie de dire gardez la foi, vraiment, croyez que le meilleur est à venir. Vraiment, moi je l'ai ancré au plus profond de moi et j'ai parfois envie de partager toutes ces visions, ces certitudes que j'ai, et du coup amusez-vous. En fait, c'est vraiment la joie, notre enthousiasme. Il n'y a pas besoin de vouloir recréer tout le système pour que le monde y soit là. Vous allez voir une copine et vous tapez un fou rire et puis c'est là que vous changez le monde en fait. Vous avez trop envie de planter un cerisier dans votre jardin et vous allez vous y asseoir tout l'été pendant des années, mais il est là le nouveau monde.
il est là. Enfin, c'est vraiment, vraiment. Sachez que c'est là, mais vraiment, on le touche du doigt. C'est pas très loin du tout. Et arrêtons de se poser des questions. Vraiment, allons-y. Allons dans la simplicité, dans la joie. Ouais, c'est... Et vivons comme si on avait 5 ans. J'adore. Et toute dernière question, est-ce qu'il y a une chanson ou une musique qui t'a accompagnée à un moment de ta vie, à un moment difficile ou à un moment agréable, ou alors une chanson qui résonne particulièrement avec le message que tu viens de délivrer ou qui a une résonance particulière pour toi? Il y en a beaucoup. Alors moi en plus quand j'aime une musique, je vais l'écouter 20 fois par heure. Du coup, mais une qui me fait penser un peu à l'énergie dans laquelle je suis là, c'est Jérusalem, parce que pour moi, c'est la joie et la joie partagée d'être ensemble. Et je me souviens qu'avec des ados, on avait appris la Corée, on l'avait dansé. C'est une chanson qui met dans le peps, c'est ma chanson de la joie. Souvent, on conseille aux profs de trouver votre chanson de la joie et de la partager en classe, et même de demander aux jeunes c'est quoi votre chanson de la joie, et si par exemple là avant la rentrée, comment on peut trouver la chanson qui va nous donner un petit peu le peps et nous donner du courage. Et si je devais décrire les moments de joie que je partage avec les jeunes, en fond sonore, il y aurait Jérusalem. Merci pour tout Hélène, merci pour l'interview. Merci Raphaël. Jérusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour, et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.